Bonjour Linda. Bonjour Erika. À partir de quand on estime qu'on doit avoir recours à la PMA? La question phare, c'est de se dire, bon, ça fait 1 an que j'essaye d'avoir un enfant. Là, je vais consulter. D'accord. Ça, c'est clair. Et en particulier, alors, c'est l'âge de la femme qui est le plus impactant sur la réussite du projet. Et effectivement, on sait qu'à partir de 35 ans, on sait que la réserve ovarienne, et ça c'est décrit dans toutes les publications, la réserve ovarienne chez les femmes, elle diminue de manière drastique. Donc c'est vrai qu'une femme qui a 30 ans, qui n'a peut-être pas encore de projet parental, il est bon qu'elle puisse savoir où en est son statut de fertilité si elle sait qu'elle souhaiterait être maman plus tard. Au moins pour qu'elle sache que si, quand elle veut mettre en place son projet, qu'elle ne tarde pas. Parce que malheureusement, le manque d'informations fait que les gens arrivent trop tard. Il y a une grande proportion, en particulier en Guadeloupe, de femmes qui arrivent à 38 ans, 38, 40 ans. Et on sait très bien que les chances de grossesse sont moins importantes. Donc il faut vraiment qu'à partir de 30 ans, quand on sait qu'on a envie d'avoir un enfant, qu'on demande à son gynécologue, son médecin traitant, sa sage-femme, de faire un bilan de fertilité juste pour savoir où on en est. Parce qu'en fait, on sait bien que la fertilité, on peut diagnostiquer très tôt qu'il y a une cause. Et parfois, c'est des causes qui peuvent être... on peut mettre en place des moyens qui sont beaucoup moins invasifs que de faire une AMP. Donc plus tôt on le sait, mieux c'est. Notamment, je pense à, par exemple, l'obstruction des trompes. Parfois, les femmes ne savent pas qu'elles ont les trompes bouchées. Elles arrivent à 38 ans, elles ont les trompes bouchées, et elles ne peuvent pas avoir un recours à une technique qui est très simple en AMP, qui s'appelle l'insémination intra-utérine. Et malheureusement, en arrivant à 38 ans, elles ont recours directement à une FIV. C'est quand même dommage, sachant qu'on sait très bien qu'à partir de 38 ans, les chances d'obtention de la grossesse seront beaucoup plus faibles que si elle était arrivée à 35 ans. Donc, sachant que ces trompes sont bouchées, si on a envie d'avoir un enfant, il vaut mieux y aller beaucoup plus tôt qu'à 38 ans. Juste parce qu'on ne sait pas qu'on a les trompes bouchées. Donc, c'est pour ça que c'est important que les bilans de dépistage se mettent en place. En tout cas, quand on a envie d'avoir un enfant, on n'est pas là, nous les messages qu'on veut transmettre, ce n'est pas de dire aux gens qu'il faut qu'ils aient des enfants. C'est si on a un projet parental, là, effectivement, il faut s'en inquiéter le plus tôt possible. Est-ce que tu sais si on a plus de cas d'infertilité ici aux Antilles que, par exemple, dans l'Hexagone? C'est un petit peu ça, un petit peu l'ADN de notre association, c'est qu'il va falloir étayer un petit peu les chiffres de l'infertilité en Guadeloupe. Alors on sait qu'on a une file active d'environ 300-400 couples qui consultent en infertilité chaque année en Guadeloupe. C'est quand même énorme parce que quand on voit qu'on a 65 000 femmes en âge de procréer, c'est beaucoup par rapport, dans les rapports par rapport au national. Donc on sait très bien qu'il y a quand même, il y a un besoin en tout cas. Mais l'offre en PMA aujourd'hui en Guadeloupe aujourd'hui elle est correcte. Il y a 2 centres qui prennent en charge des patients en AMP en Guadeloupe. Alors, il y a le centre public, qui est le Centre caraïbéen de médecine de la reproduction, qui se trouve à Jarry. Et on a le centre privé, le centre public qui fait toutes les techniques d'assistance médicale à la procréation. Donc, les inséminations, les fécondations in vitro, les transferts d'embryons congelés, ils font toutes les techniques. Et on a le centre privé qui fait les inséminations intra-utérines. Donc effectivement, ces 2 centres-là prennent en charge autour de 300-400 patients par année. Alors on n'a pas les chiffres et on ne sait pas quelles sont les causes d'infertilité, de manière précise, les causes d'infertilité. Et c'est ça qu'il faut étayer pour savoir un petit peu sur quel levier on peut jouer le plus pour permettre que l'infertilité soit moindre en Guadeloupe. Mais en tout cas, le besoin, il est là. On sait que les patients ont de plus en plus recours à l'AMP. Et ça, c'est pas vrai qu'en Guadeloupe, c'est vrai sur le plan mondial. Puisqu'on sait, on a une étude qui est sortie juste là, en novembre 2022, qui est une étude très alarmante, qui montre en fait que, par exemple, chez les hommes, on a une baisse de la concentration des spermatozoïdes chez les hommes qui est constante d'année en année et qui est de plus de 2% par année. Ça veut dire que les hommes avant, les hommes qui étaient féconds, qui pouvaient avoir des enfants, ils avaient des concentrations autour de 100 millions de spermatozoïdes par millilitre.
Aujourd'hui, on est à 40%. Et on sait que de ça, ce sont surtout beaucoup de facteurs qui impactent la fertilité, que ce soit des hommes que des femmes, donc facteurs environnementaux. Donc on parle beaucoup de molécules qui nous concernent également, qui sont les perturbateurs endocriniens. Et aussi le mode de vie, la consommation de plus en plus jeune de cannabis, la consommation d'alcool, enfin les choses qui ont des facteurs qui impactent beaucoup. L'alimentation aussi, Alors c'est vrai que les femmes et les hommes d'ailleurs, le point qu'il faut faire aussi en Guadeloupe, c'est qu'on sait très bien qu'on a une augmentation de l'incidence de l'obésité, par exemple, de la population en Guadeloupe. Et on sait que c'est lié, l'obésité, la fertilité, qu'elle soit féminine ou masculine d'ailleurs. On a un rapport inverse, c'est-à-dire que plus l'IMC est élevé, moins la fertilité est efficace. Donc en fait, on sait très bien qu'il y a des choses sur lesquelles on peut impacter. On peut avoir un levier pour permettre effectivement qu'il y ait de moins en moins de fertilité. Et notamment, tout le travail qui pourrait être fait sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, etc., pourrait être un travail intéressant. C'est d'ailleurs l'ADN de notre association, c'est de faire un travail sur l'information grand public, sur quels sont les facteurs qui impactent leur fertilité, de manière à permettre que la population soit mieux préparée, puisqu'on sait très bien que vu la toxicité environnementale, on ne va pas aller vers une fertilité meilleure pour notre population. Donc, il faut faire des choses, il y a des actions qui doivent être mises en place. Est-ce qu'on peut parler des différentes techniques d'AMP ? Ok. En fait, alors il y a 2 types d'AMP. Globalement, c'est l'AMP intraconjugale et l'AMP avec tiers de donneur. Alors je vais parler surtout de l'AMP intraconjugale où effectivement il y a différentes techniques. Les techniques dépendent surtout de l'étude, de la cause de l'infertilité. Alors la technique la plus simple qui, entre guillemets, est souvent le mieux acceptée par les couples parce que c'est moins invasif, il n'y a pas besoin de passer par une cage chirurgicale, c'est la technique d'insémination intra-utérine. Alors elle est indiquée pour plusieurs causes. En fait, ça consiste à sélectionner les spermatozoïdes, d'en faire une préparation où on aura exclusivement ou quasi exclusivement des spermatozoïdes très vigoureux qui bougent bien et qui sont fécondants. Et avec cette petite préparation de spermatozoïdes, on va aller l'introduire à l'intérieur de l'utérus de la femme. Donc on va aller au plus proche de l'ovule qui pourrait être fécondé. C'est ça qu'on appelle l'insémination intra-utérine. Alors elle est indiquée lorsque les trompes chez la femme sont intactes, puisque effectivement on va déposer les spermatozoïdes dans l'utérus et les spermatozoïdes vont aller à la rencontre de l'ovocyte ou l'ovule, comme on dit plus communément. Ça va former un embryon et l'embryon ensuite va redescendre dans l'utérus en passant par les trompes. Donc pour que l'embryon redescende, il faut que les trompes soient intactes. Donc cette technique, elle est possible si les femmes ont des trompes qui sont intactes et s'il y a suffisamment quand même de spermatozoïdes dans le sperme des hommes. Donc c'est la technique la plus simple, c'est la première technique qui est utilisée également quand les patientes elles ont des problèmes ovulatoires, ou quand il y a des problèmes sexuels aussi, il y a des infertilités qui sont liées en fait à des problèmes d'éjaculation ou d'érection dans les couples. Donc on l'utilise dans ces cas-là. Et ensuite, si on ne peut pas utiliser cette technique-là, on passe à des techniques un peu plus sophistiquées qu'on appelle la fécondation in vitro. La fécondation in vitro nécessite qu'il y ait une intervention chirurgicale puisqu'on va stimuler la patiente pour avoir le maximum d'ovocytes et on ira ponctionner chirurgicalement les ovocytes qui sont maturés pour aller en fait les sortir de l'ovaire. Et ensuite, on va les mettre en fécondation avec des spermatozoïdes qui auront été également sélectionnés. Ça s'appelle la fécondation in vitro. Ça veut dire que c'est une fécondation qui se fait à l'extérieur du corps. Les embryons qui vont résulter de cette fécondation vont ensuite être réintroduits au niveau de l'utérus de la femme et l'embryon, donc comme ça, va s'implanter, ça va donner la grossesse. C'est ce qu'on appelle la fécondation in vitro. Mais dans la fécondation in vitro, on a deux sous-types, on va dire. Donc on a celle qui est classique, où on prend les ovocytes et on les met en culture, comme on dit, avec les spermatozoïdes qui sont sélectionnés. Et il y a celle où on prend un seul spermatozoïde et on va en fait par un jeu de micro-injection aller introduire le spermatozoïde dans l'ovocyte. Donc on a un geste du biologiste qui va aller mettre le spermatozoïde dans l'ovocyte, qui va donner un embryon qu'on va replacer. Ça, ce sont
globalement les 3 techniques. Alors, quand on fait cette fécondation in vitro, comme le but, c'est d'obtenir le plus d'embryons possible pour qu'on n'ait pas à en faire trop. Donc, les embryons qui sont de bonne qualité, qui sont dits surnuméraires, seront congelés. Ce qui permet au couple qui a bénéficié de cette première fécondation in vitro de pouvoir, si ça ne marche pas, on peut récupérer les embryons qui seront donc congelés et on les récupère pour les retransférer. D'accord. Voilà. Donc, ce sont les différentes techniques, en tout cas pour la fécondation in vitro. Et puis ensuite, donc, je dis effectivement qu'on a aussi l'AMP avec don. Donc, l'AMP avec don, c'est surtout pour les infertilités pour lesquelles, en effet, on ne peut pas obtenir de gamètes chez les couples qui veulent des enfants. Notamment des femmes, effectivement, qui ont pas suffisamment d'ovocytes, très très peu d'ovocytes que l'on peut ponctionner, et donc elles doivent avoir recours à l'ovocyte d'une autre femme. C'est ce qu'on appelle le don d'ovocytes. Pareil, chez les hommes, il y a des cas où les hommes n'ont pas de spermatozoïdes dans leur sperme, et donc, en fait, on peut pas aller récupérer des spermatozoïdes non plus dans leurs testicules. Et ben en fait, on est obligé d'avoir recours à un don de sperme. Donc c'est ce qu'on appelle la MP avec don. Et donc, en Guadeloupe, toutes ces techniques sont possibles. Voilà, toutes ces techniques sont possibles. Comme je disais, donc il y a 2 structures, une structure publique qui fait l'ensemble des techniques et une structure privée qui fait les inséminations. Est-ce que la PMA aboutit forcément à une procréation ? Alors, malheureusement, non. Et c'est là que le message est important, puisque les couples ont tendance à se dire, en fait, les personnes qui ont un projet parental, ils ont tendance à se dire, de toute façon, si je n'y arrive pas, il existe l'AMP, j'irai faire de l'AMP et j'aurai mon bébé dans mes bras, voilà. Et malheureusement, il y a beaucoup de déceptions puisque nos techniques ne sont pas performantes, pas plus que la nature. La nature, c'est 30% à chaque cycle de grossesse. Donc, en fait, en fécondation in vitro, par exemple, les pourcentages de grossesse, c'est entre 25 et 30% à chaque tentative. Donc, on voit bien que très, très clairement, les techniques, elles ont leurs limites. Elles ont leurs limites parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu et on ne peut pas toujours avoir de beaux embryons pour permettre la grossesse et des embryons qui s'implantent. Donc, c'est vraiment le message important, c'est de dire, oui, l'AMP, ça permet un certain nombre de couples de sortir de ce parcours avec l'enfant dans les bras, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est ce que je disais, il y a quand même, surtout si les patientes, elles sont de plus en plus âgées. Par exemple, on sait que c'est 36% de cas d'échecs où les patientes, elles font des tentatives et qu'il n'y a pas d'enfants à la clé. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'y avoir recours, en tout cas, le plus tôt possible. Quand un couple est confronté à cette difficulté de procréer, quelle est la démarche, la première démarche ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il faut consulter son gynécologue, son médecin traitant, la sage-femme, en parler en tout cas. Parce que le problème qui se passe en Guadeloupe, c'est que c'est un sujet extrêmement tabou et qui fait que beaucoup de personnes, en fait, n'en parlent pas, même à leur médecin traitant. Et du coup, y arrive beaucoup trop tard. Donc, l'idée, c'est, voilà, on a un projet parental, ça fait 1 an, voire 6 mois pour certaines patientes. C'est pour ça que c'est important de faire un bilan de fertilité si on a un projet parental à partir de 30 ans. Pour certaines équipes, c'est à partir de 30 ans qu'il faut déjà au moins faire un bilan pour savoir où on en est. Alors, le bilan d'infertilité, c'est un bilan féminin pour savoir effectivement le statut ovulatoire des femmes, pour savoir si les trompes sont intègres, mais c'est aussi voir au niveau des hommes, puisqu'on sait que les hommes sont concernés. L'infertilité masculine, c'est 30% des couples qui consultent et 35% des couples qui consultent où les deux sont impliqués. Donc on voit bien que les hommes, il faut aussi faire un diagnostic chez les hommes. Donc quand on a un désir d'enfant, on en parle à son médecin traitant, on en parle à son gynécologue pour mettre en place très rapidement un bilan très simple. C'est de voir quel est l'état des ovaires, quel est l'état des trompes et quel est l'état des spermatozoïdes en faisant un spermogramme et en allant au laboratoire pour faire un spermogramme. Et ça, c'est le bilan de base qui permet au moins de faire un état des lieux. Ça ne veut pas dire qu'on aura recours à l'AMP, mais ça veut dire au moins qu'on saura où on en est. Donc ça, c'est très important. Donc oui, on peut aller voir le professionnel de première ligne, pas
pas spécialement un spécialiste de l'AMP directement. Le médecin traitant, il saura où vous aiguiller parce qu'il sait. D'ailleurs, nous, au sein de l'association, on en parle, on dit quelles sont les structures qui sont en capacité de prendre en charge les patients, donc les couples. Et donc, effectivement, il faut en parler à son médecin traitant, même à son pharmacien, même à sa sage-femme qu'on peut voir en suivi gynéco, et également, bien sûr, à son gynécologue. Mais à tout professionnel de première ligne qui peut les prendre en charge, qui peut les diriger, en tout cas, vers les structures ad hoc. Est-ce que tu as un message que tu voudrais communiquer ? Le message important aujourd'hui, puisque en tant que praticien d'AMP, on se rend compte en consultation que les patients ignorent ce qui peut améliorer leur fertilité et ce qui peut être défavorable pour leur fertilité. Donc le message fort, c'est qu'on peut, dans la façon dont on vit, quand on se prend en charge au niveau de sa santé, on peut améliorer sa fertilité. Ça, c'est un premier point et c'est important que les gens sachent qu'il y a des choses à faire pour éviter justement l'infertilité ou améliorer sa fertilité. Et le message clé, c'est quand on a un projet parental, on vient de plus en plus tôt, il faut s'en inquiéter et ne pas attendre. Quand on n'a pas de grossesse au bout de 1 an de rapport sexuel non protégé, on consulte, voire plutôt si on est plus âgé. Je parle surtout de la femme. À partir de 35 ans, il faut aller consulter le plus tôt possible, si on a un projet parental. Donc ça, c'est important. D'ailleurs, notre association, elle va mener des actions auprès des jeunes aussi, puisqu'on sait que dans les habitudes de vie, il y a des choses qui peuvent impacter la fertilité. Donc on va effectivement faire des actions auprès des jeunes, mais aussi auprès des professionnels de santé, puisque la fertilité, c'est pas quelque chose, c'est une spécialité dans les spécialités. Donc c'est pas quelque chose qui est maîtrisé forcément par tous les professionnels de santé. Et notre action au niveau de notre association, c'est aussi de permettre de faire des experts pouvoir venir effectivement porter l'information aussi par exemple aux médecins généralistes, enfin aux professionnels de première ligne. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment parce que on sait que plus tard, on sera confronté de plus en plus aux problèmes d'infertilité. Donc il faut prendre le problème à bras le corps avant qu'il ne soit trop tard, sachant que dans notre population, on observe déjà un vieillissement de la population. Donc c'est important de mettre en place des actions pour prévenir. La prévention, c'est important. Est-ce que tu voudrais laisser tes coordonnées, enfin les coordonnées de l'association Ferti 971 aux personnes qui nous regardent ? En fait, nous sommes présents sur Instagram, donc association Ferti 971, sur Facebook, et nous avons une adresse mail. Les personnes peuvent nous écrire, on leur répond. L'association, c'est Ferti971 asso@gmail.com. Je te remercie de ton engagement. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et j'ai été habillée par Topaz.